Merci bien, bonsoir. J'aurais dû faire une précision à propos du verre dans le vitrail aujourd'hui. Il va de soi qu'à toute époque, les artistes et les verriers ont utilisé tout ce qui pouvait être à leur disposition pour s'exprimer. Ils ne se sanctionnaient pas en s'interdisant certains matériaux. Par contre, dans le domaine plus particulier des monuments historiques, des édifices protégés, pendant une très longue période, on a contraint, on peut employer ce terme, les verriers et les artistes qui intervenaient à s'inscrire dans les matériaux de la tradition, le plomb et le verre antique. Le plomb, parce que ça, c'était la continuité de ce que l'on pouvait voir dans les édifices, le verre antique parce qu'il était à l'imitation du verre ancien, et on allait même jusqu'à suggérer aux artistes de garder un module de dimension des verres identique à celui qui a été mis en œuvre à l'époque de la construction de l'édifice. Plus on s'approchait des périodes récentes, plus on pouvait agrandir le module de verre. Donc, ici, c'est plus particulièrement dans des édifices classés, d'ailleurs c'est exclusivement dans des édifices de ce type que je vais vous présenter. Et en premier lieu, il n'y a pas de chronologie dans la présentation. J'ai fait ça pour pouvoir servir de support à une trame qui relève plus de une sorte de démonstration plutôt que de respecter une chronologie avec les... Vous pourrez voir d'ailleurs, la plupart des images sont datées, donc vous pourrez voir quelle est leur place dans le temps. Je vais passer à l'image suivante. Alors, j'aurais pensé que c'était ça, mais ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça. Alors, je vais le faire avec la souris. Voilà. Je recommence. Voilà. Donc, ce sera avec la souris. Ce premier élément, c'est une verrière de protection pour la collégiale Notre-Dame de Lamballe. C'est le fait que petit à petit, et grâce au domaine de la conservation-restauration, on a pu mettre en place des protections qui ne soient plus grillagées, mais de verre, qui ont plusieurs avantages. D'ailleurs, d'une part, elles s'absentent sur le plan visuel, et d'autre part, elles protègent alors je vais finir ma phrase. Elles s'absentent sur le plan visuel vu de l'intérieur, et elles permettent aussi de protéger finalement et de libérer le vitrail de contraintes qu'il n'a plus à remplir, des contraintes mécaniques. Donc le premier élément vraiment nous vient de cette disposition. Alors effectivement, le verre offre une vision de l'édifice nouvelle. Ce qui fait que finalement, la création s'annonce dès l'extérieur de l'édifice. Mais c'est un problème, c'est toujours la relation aux nouveautés. Souvent, je me sers de la construction des gratte-ciel aux États-Unis au tout début, où rien n'aurait empêché qu'ils aient des aspects proches de ceux que l'on connaît aujourd'hui, mais où on a installé des colonnes doriques, des chapiteaux au rez-de-chaussée, enfin aux premiers étages et puis aux derniers étages, pour apprivoiser un peu le regard de ses habitants. Là, on est un peu dans une même situation où il faut finalement petit à petit apprivoiser le regard. D'ailleurs, les premières protections pour les vitraux anciens ont été faites avec un second vitrail qui reprenait les plombures principales du vitrail protégé, et puis ensuite avec un verre thermoformé qui offrait une structure et une apparence qui pouvait s'apparenter à la vision d'un vitrail de l'extérieur. La deuxième chose, plus modeste, mais qui nous vient aussi de la conservation-restauration, c'est l'utilisation de copperfoil. Alors, vous ne les voyez pas, ils sont alors, ce que j'appelle des copperfoils, ce sont des ailes de cuivre qui permettent de réunir deux verres entre eux, en ayant l'espace d'obscurité
d'opacité le plus faible possible. Ça a été mis en œuvre pour la restauration et pour la conservation de vitraux anciens. Et ici, c'est placé dans les changements de couleur. D'ailleurs, je pourrais revenir une fraction de seconde à la première image, où le verre blanc central, qui est un verre clair transparent, est relié au verre bleu dépoli qui se trouve de part et d'autre par un copperfoil. J'attire d'ailleurs votre attention, cette photo est assez explicite. Vous voyez le trait horizontal qui est un plomb d'environ 7 mm de largeur, et vous le voyez, une dépression au moment où il passe devant le blanc. C'est toujours le même plomb, mais la lumière a mangé la tombure à cet endroit-là, parce que le verre est transparent, alors que dans les parties bleues, le verre n'est que translucide. C'est assez... Ce qui fait que ça met en évidence un phénomène optique qu'on pourrait démontrer, mais qui n'est pas toujours visible, auquel on a là la confirmation qu'il est parfaitement visible. J'ai perdu la souris, voilà. Alors, après ces deux éléments que sont les protections extérieures des vitraux et le copperfoil, qui sont des nouveautés, parce que ce cuivre, finalement, qui nous vient de la fin du 19e siècle et des États-Unis, en France, on a été très réticents à l'utiliser et on a attendu la période récente pour le mettre en œuvre, y compris dans d'autres endroits que les architectures protégées. L'aile de cuivre était une hérésie pour les verriers français, qui n'imaginait pas autre chose que du plomb pour réunir deux morceaux de verre. D'ailleurs, il y a eu des luminaires célèbres de Tiffany, mais en France, on a fait des luminaires avec du plomb, ce qui représentait des luminaires d'une certaine densité. Là, il s'agit d'un vitrail de Jean-Michel Alberola pour le chœur roman de la cathédrale de Nevers. J'ai mis cette image parce que d'abord, j'avais un carton que je pouvais mettre en parallèle avec le vitrail, et d'autre part, Jean-Michel Alberola a utilisé du verre cathédral, un verre imprimé, industriel, qui n'était pas non plus de tradition dans le vitrail traditionnel. À Nevers, il était demandé aux verriers d'utiliser et de mettre en œuvre la technique traditionnelle. Ils n'ont pas eu le choix de la technique mise en œuvre. D'ailleurs, c'est assez symptomatique que l'un des artistes qui intervenait dans l'édifice, qui est Claude Viala, a refait des vitraux, après avoir fait des vitraux de Nevers, il en a fait dans le sud de la France, à Aigues-Mortes, où il a changé de technique, où il a fait la même écriture, parce qu'il a un geste permanent dans sa peinture qui reprend une forme d'osselet, d'éponge. L'artiste s'est réservé le secret de cette forme, il ne la définit pas. Et donc cette forme, au lieu d'être plombée, entourée d'un plomb comme elle l'est à Nevers, à Aigues-Mortes, elle est restituée par la gravure du verre, c'est-à-dire des verres qui sont constitués d'une pellicule de couleur sur un verre support incolore. On enlève la pellicule de couleur pour ne conserver que dans les parties où l'on souhaite restituer la forme. Donc, cathédrale, pour Jean-Michel Alberola, c'est la souris, le mulot. Une autre baie de Jean-Michel Alberola, ici dans le cœur gothique, avec encore une fois du verre cathédral dans les parties basses, et le verre bas que vous avez est un verre cathédral, et puis aussi le verre opalescent, qui n'est pas non plus courant dans ce genre d'édifice, et qui va avoir d'ailleurs des conséquences sur la vision extérieure. On va rejoindre le problème des verrières de protection, où le vitrail contemporain s'annonce dès l'extérieur de l'édifice. On peut le voir dès l'extérieur de l'édifice. Je n'insiste pas sur cette fenêtre. Voilà. Ça, c'est donc la création du monde, toujours à Nevers et toujours dans les chapelles rayonnantes du cœur gothique. Dans cette baie, vous voyez d'ailleurs des blancs, des animaux qui sont en silhouettés. Et ces animaux, ils vont être remplis par d'autres animaux,
c'est parce que l'artiste avait travaillé depuis assez longtemps avec nous pour ne pas mettre dans sa maquette toutes les informations. Mettre toutes les informations, surtout à une échelle relativement réduite, c'est un travail qui vous enferme pour le devenir du vitrail, c'est-à-dire qu'il faudra reproduire l'image. Là, il a simplement évoqué avec nous le fait qu'il mettrait que l'on peindrait des animaux à l'intérieur de ces silhouettes, sans définir précisément leur position ni leur qualité picturale. Ces positions qui sont d'ailleurs décalées pour donner un sentiment de mouvement, de cinétisme. Et donc ces verres sont des verres blancs opalescents. On va les voir tout de suite de l'extérieur. Là, on voit exactement l'effet produit. Ça n'est pas un calcul de l'artiste. On verra d'ailleurs dans d'autres édifices des effets extérieurs inattendus que l'artiste s'est souvent approprié, voire a pu dire que l'objet était prémédité. Mais souvent, c'est en faisant que les choses finissent par se découvrir. Et là, le vitrail annonce déjà la couleur, si je puis dire, dès l'extérieur. Alors là, la protection est une protection grillagée. Alors on passe évidemment maintenant dans quelque chose de très différent. Il s'agit de la cathédrale de Digne, où a été appelé un artiste qui s'appelle David Rabinovich, c'est un artiste canadien qui vit et travaille à New York, dont le travail est... alors il a un travail important sur les édifices romans. Il a fait beaucoup de dessins, de gravures à partir des édifices romans. Il est très imprégné de l'architecture romane et une grande partie de son travail tient aussi au découpage des espaces, à la numérologie, au nombre d'éléments, etc. Et aussi au cercle, à la cible. Alors, c'est un exemple de la façon dont on peut travailler aujourd'hui avec des artistes, c'est-à-dire que l'artiste est d'abord venu à l'atelier avant de s'engager dans la réalisation d'une maquette. Et quand il est venu à l'atelier, il nous a demandé quelle était la façon dont on fabriquait du verre, comment était-il fabriqué. Alors on lui a parlé évidemment du verre en manchon et du verre en plateau, et on lui a présenté une cive pour qu'il puisse voir une petite cive, ce qu'on appelle un cul de bouteille, une cive de 12 cm, et il est parti avec cette cive. Et c'est cette cive finalement qui a été le ferment de son projet, et c'est à partir de cette cive qu'il a réalisé les maquettes. Alors, je fais juste un petit aparté sur la réalisation de ces cives, le verre en plateau, là nous sommes dans une usine qui n'existe plus, qui est au nord de l'Angleterre, à Newcastle, en banlieue de Newcastle, où on voit un des compagnons qui fait cette cive. C'est tout à fait sublime à voir. Il faut deux compagnons, le premier qui va souffler un flacon, et puis le deuxième, celui-ci, qui a au bout d'une tige métallique qu'on appelle le pontil, une petite quantité de verre qui va lui permettre de coller ce pontil au cul du flacon. Alors, vous imaginez un flacon hémisphérique avec soutenu par cette tige métallique dans sa partie basse, convexe, et puis grâce à la force centrifuge, en tournant son pontil et en soulevant ou baissant ce même pontil, l'artisan va fabriquer ce disque qui peut atteindre un diamètre de 80 à 90 cm donc de diamètre. Malheureusement, alors on a pu se procurer des cives pour David Rabinovich dans cette usine pour le chevet plat de l'édifice, mais malheureusement elle a fermé avant que nous n'ayons toutes nos cives. Et j'ajouterais d'ailleurs que c'est une usine qui fabriquait aussi des cloches pour nos jardiniers. Donc c'est le même mouvement, c'est le même geste, et sauf que voilà. Donc il a fallu trouver un artisan capable de fabriquer ces cives, parce que l'artiste souhaitait les mettre en œuvre dans des verres, vous voyez, un peu particuliers, qui sont des verres feuilletés. Alors, tout ça tient au bénéfice que nous avons de toutes ces
découverte du 19e siècle, hein, le feuilletage, au bout du compte, l'invention, en tous les cas, émerge à la fin du 19e siècle. C'est l'industrie qui va mettre en œuvre les moyens performants pour le réaliser. Ce feuilletage est exécuté à l'aide de deux verres qui sont collés l'un à l'autre par un fil, un butyl, qui va permettre de les solidariser définitivement, dirons-nous. Peut-être qu'on n'est pas encore avec le recul, on n'a pas les 1000 ans de recul sur le verre plombé pour savoir comment se comporte ce type de verre. Mais comme il est industriel, il est interchangeable. C'est la forme de restauration qui vit par la restitution. Donc voilà le travail de David Rabinovitch, cette cive soufflée qui doit être incluse dans un verre feuilleté et collé. Alors je dois préciser, je vais passer tout de suite à la photo suivante, que là, ce vitrail est protégé par une verrière extérieure. Alors, à l'époque, c'était le début des verres anti-reflets, donc ce sont des verres anti-reflets. J'ai oublié le nom technique de ces verres qui sont mis à l'extérieur et qui devaient s'effacer en quelque sorte au regard. Malgré tout, ils sont quand même visibles. Mais on ne pouvait pas mettre en œuvre ce travail sans une protection extérieure. Vous avez vu que la cive est collée, elle est collée du côté extérieur, c'est-à-dire que si elle tomberait entre les deux vitrages. Et donc le verre extérieur sécurise l'installation. C'est-à-dire que pour ce chantier-là, comme c'était un des premiers chantiers avec une mise en œuvre un peu particulière, on a été accompagné par des représentants de l'entreprise Veritas, qui se charge des contrôles techniques, et on était très inquiets d'ailleurs, parce qu'on s'est dit, on va avoir auprès de nous un censeur, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Cette personne a été enthousiasmée par le projet et nous a trouvé de nombreuses solutions, et nous a aidé à trouver les techniques, les procédés de mise en œuvre, comme le collage qu'on a vu dans l'image précédente. J'y reviens parce que c'est important. Le silicone n'est pas une colle, donc il faut une certaine quantité de matière pour que les deux éléments soient solidaires de façon durable. Et c'est ce qui est un peu mis en effet ici. Vous voyez, c'est la présentation de ce silicone. Donc, ce sont des petits détails, mais qui ont pu être mis en œuvre grâce à l'intervention de cette personne. Monsieur Foucal, j'ai oublié son prénom, mais qui a été vraiment extraordinaire, et d'ailleurs dont on a demandé les services à d'autres occasions sur d'autres chantiers. Alors voilà les baies du chevet qui sont faites avec des... Alors, vous voyez, il y a un châssis périphérique qui est relativement important. C'est un châssis ouvrant qui va permettre, le cas échéant, de nettoyer. Parce que là, il faut faire une petite pause. Effectivement, le grand problème des doubles verrières, c'est-à-dire de la protection extérieure, c'est que nos amis les bêtes ne sont pas indulgentes et qu'elles viennent vite s'installer entre les deux parties, d'autant plus quand on a des techniques qui nous obligent à avoir une distance relativement importante entre les deux espaces. Donc voilà, ce sont des sites qui ont été fabriqués en Angleterre. Et celles-ci sont incolores d'ailleurs, je vous expliquerai. C'est deux fois la même fenêtre. Celles-ci ont été fabriquées par un petit artisan installé à Saint-Pourçain-sur-Sioule, qui avait travaillé à l'usine de Saint-Just, l'usine Saint-Gobain, et qui finalement a accepté dans son atelier, où il faisait de la verrerie, du verre creux, des petits objets. Il travaillait évidemment le cristal, et ces cives sont en cristal, simplement parce que les petits souffleurs de verre, enfin petits au sens de la dimension de leur entreprise, hein, je ne les diminue pas, ça n'a rien de péjoratif, mais donc ces artisans travaillent essentiellement le cristal parce que sa température est plus convenable pour soulever longuement, les paliers de viscosité sont plus longs, il y a beaucoup d'avantages. Et puis pour la couleur, on se contente de fondre une petite quantité de couleur que l'on va superposer au cristal incolore
pour faire des verres colorés. Donc là, en l'occurrence, il n'est pas coloré. Et donc, c'est le second plan que vous voyez. Alors, c'est un jeu aussi de David Rabinovitch entre la transparence et la translucidité. Les verres qui sont feuilletés sont des verres qui sont ce qu'on appelle granités ou granulés dépolis, c'est-à-dire que le verre est traité à l'acide fluorhydrique, ça le dépolit, mais on met un granulé sur ce verre et il va être moins attaqué aux endroits où il y a ces petites, ce sable en quelque sorte, ce qui fait qu'on va avoir des petits cratères et un dépoli. Là, évidemment, la matière n'est pas visible, mais in situ, on peut la distinguer. Et les cives sont, alors, un point important aussi, vous avez vu l'image du souffleur qui est en train de fabriquer cette cive. La force centrifuge fait que, à certains moments, il y a un peu plus de matière d'un côté que de l'autre, et donc, assez rapidement, ça n'est plus un cercle qui se forme, mais une ellipse. Et donc, David Rabinovitch a tiré profit de ces anomalies pour mettre, par exemple, la cive du bas avec le grand axe vertical, le grand diamètre vertical, et l'autre le grand diamètre horizontal. On peut le voir d'ailleurs sur les côtés, les distances sont moindres. Ce qui nous a permis d'ailleurs, c'était un gros avantage, dans les fenêtres où nous sommes tangents à l'ouverture, de tourner la cive jusqu'à ce qu'elle se présente tangente à l'ouverture. On n'aurait pas pu faire fabriquer. Elles ont été gardées brutes, elles n'ont pas été recoupées. Autrefois, les cives qui étaient montées dans les fenêtres, les petites cives, je reviens à mon petit mot de cul de bouteille, étaient le plus souvent recoupées pour qu'elles soient toutes exactement au même diamètre. On enlevait la bordure, le talon de la cive. Là, ici, elles ont été gardées brutes, elles ont tous leurs éléments, si ce n'est que la boudine ou le téton, la partie centrale, a été doucie au chalumeau, de façon à ne pas être coupante et dangereuse. Alors, un autre chantier important, et qui va nous montrer aussi notre relation un peu nouvelle avec les artistes. C'est-à-dire que l'artiste ne vient pas nécessairement avec une image du vitrail, mais avec l'idée qui va commander le vitrail. L'aspect conceptuel des artistes a pris une grande dimension importante. C'est-à-dire que ça n'est plus l'exercice du verrier n'est plus de reproduire une image qui lui serait fournie, mais d'aider l'artiste à faire émerger une image à partir de concepts qu'il a établis. En l'occurrence, il s'agit d'un édifice qui se trouve à côté de Montpellier, Maglone. C'est pas tout à fait une île, une presqu'île, et l'édifice roman qui est sur ce lieu se trouve donc au milieu des eaux, et Robert Morris a pensé que un système d'ondes développé dans les fenêtres pourrait être une solution. Donc voilà les maquettes de Robert Morris qui ont été présentées dans le cadre d'un concours. Alors, pas tout à fait. Il y a eu un concours pour ce chantier. Robert Morris a été lauréat, mais il n'a pas été lauréat avec les maquettes qu'il avait présentées parce que, d'un seul coup, cette idée-là lui est venue et il a, avec l'assentiment du jury et des prescripteurs, changé son fusil d'épaule, si je puis dire, et décidé de tenter de faire un vitrail inspiré de ce procédé. Donc là, à droite, on a l'amplitude et la longueur d'onde, 6 cm d'amplitude qui va en diminuant tous les mètres de 1 cm, et la longueur qui est de 12 cm, si j'ai bonne mémoire. Et puis, sur le second dessin, il y a la distribution de toutes les fenêtres de l'édifice sur cet écho, sur cette ondulation qui va se développer. Alors, c'est l'époque où l'infographie commence à apparaître, et quand on a vu les premières présentations de Robert Morris, on s'est dit que les prescripteurs allaient faire une drôle de tête si on leur en disait pas plus sur le projet de ces vitraux, et donc on a fait un élément illusionniste qui n'a pas de sens en soi. C'est-à-dire que c'est simplement, mais ça sert aussi à ça la maquette, c'est-à-dire que ça sert à rassurer l'artiste, bien sûr, mais aussi les prescripteurs à leur fournir des moyens convaincants
de faire ce choix de dire oui et de commander. Parce qu'en plus, le vitrail est un art de commande, un art qui est issu d'un désir, d'une volonté. Donc voilà la distribution des fenêtres avec deux couleurs, une couleur jaune et une couleur bleue. Alors, ça n'est pas venu tout de suite, mais petit à petit, avec l'artiste, on a décidé d'onduler le verre, réellement. C'est-à-dire qu'on ne reproduise pas l'image que vous avez vue précédemment, que ce ne soit pas la reproduction d'une image, mais que ce soit, je me souviens de Robert Morris disant « je ne veux pas l'image de la vague, je veux la vague ». Donc c'était le bombage, qu'on appelait autrefois le bombage, le thermoformage, qui permettait ce genre d'effet. Ici, on voit la préparation du moule. Alors, c'est un moule en plâtre sur lequel on dépose une fibre céramique qui se présente sous la forme comme un tissu de 10 mm d'épaisseur, qui serait très imbibé du liquide, c'est-à-dire qu'il est très facile à manipuler, et qui est déposé sur le moule en plâtre et qui va ensuite sécher et être recuit dans le four pour pouvoir résister à des températures qui vont jusqu'à 800 degrés. C'est ce qu'on appelle de la nappe humide. Et voilà donc le verre thermoformé sur c'est un prototype. La réalisation proprement dite n'a pas été faite à l'atelier parce on n'avait pas, et on n'a toujours pas d'ailleurs des fours vraiment capables de recevoir des dimensions pareilles. D'autant plus que, vous le verrez plus loin, les fenêtres font 3 mètres par 1 mètre, mais en réalité, nous l'avons fait en 3 parties. Mais il nous fallait un moule qui ne fasse qu'une seule partie pour que l'on puisse thermoformer des pièces de verre un peu plus grandes que nécessaire et les recouper pour les ajuster et les assembler pour qu'elles puissent pénétrer à l'intérieur d'un édifice et des fenêtres. Alors, une autre chose aussi, le verre qui a été utilisé est un verre qui fait 10 mm d'épaisseur. C'est un verre étiré, industriel. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il existe encore. Il existait une gamme avec un rosé, une teinte brune, chair et bleue, mais des teintes très pâles, tout simplement parce qu'il est difficile de mettre dans l'architecture des verres épais et de grande dimension qui soient colorés de façon intense. L'intensité de la couleur empêche le passage confortable de la lumière et cet empêchement provoque un échauffement du verre. Or, les verres sont toujours scellés à leur périphérie, donc protégés des rayons du soleil. Il faut pas, et on peut avoir ce qu'on appelle des ruptures thermiques, c'est-à-dire que le contraste thermique entre la partie du verre qui se trouve protégée et la partie qui se trouve à la lumière risque de se briser. Risque de provoquer cette contrainte. Donc là, le verre à l'origine est un verre un peu brun, qui a été passé au jaune d'argent, un peu excessivement d'ailleurs. Vous verrez après dans la réalisation que ce n'est pas tout à fait la couleur qui a pris le verre. Donc on a eu un verre brun qu'on a traité au sel d'argent et un verre bleu pour les verrières bleues. Alors cette situation un peu particulière d'un verre ondulé nous a conduit évidemment, tout est nouveau pour l'artiste bien entendu, mais pour le verrier aussi. Donc il faut trouver des outils pour pouvoir recouper le verre et tracer une ligne droite sur une tôle ondulée, puisqu'ensuite il va falloir l'ajuster à l'intérieur de l'ouverture dans les bravements. Donc on a fabriqué une espèce de trusquin qui nous permettait, en suivant la règle, de faire un trait droit sur cette tôle ondulée et qui nous permettait ensuite de recouper le verre. Là, le jaune est plus proche de la réalité. Alors, de surcroît, comme nous avions un vitrage de doublure, on a utilisé les mêmes couleurs pour la doublure, pour renforcer l'effet coloré, c'est-à-dire que la verrière de protection pour les verrières bleues est bleue et la verrière de protection pour les verrières jaunes est jaune aussi, ce qui fait qu'il y a cette accumulation de couleurs, sans qu'elles mettent en péril d'ailleurs les matériaux, puisque eux-mêmes ne sont pas intensément colorés. Voilà un détail d'un verre du chevet qui est bleu.
Et vous devinez des auréoles sur ce verre. C'est un lustre qui a été déposé sur le verre de façon à provoquer un effet moiré. On peut imaginer que Robert Morris, j'ai oublié de vous préciser que c'est un artiste important du minimalisme, l'un des fondateurs aux États-Unis du minimalisme. On peut imaginer que Robert Morris a pensé aussi écologie et mazout dans ce choix, même si l'effet coloré est plutôt flatteur vu de l'intérieur, on le verra dans les images suivantes, mais j'imagine que cette présence de moire avait quelque chose à voir avec un hydrocarbure sur l'eau. Alors là, voilà la coupe pour relier les verres entre eux. Alors, comme c'est une tôle ondulée qu'on a à mettre dans les bradements, les scellements habituels étaient incompatibles avec cette disposition. Donc, on a fait fabriquer un caoutchouc extrudé, c'est-à-dire un tore avec accolé 2 lettres qui pouvaient se clipser sur le verre et qui ont permis non pas de fabriquer une étanchéité, puisque la verrière de protection la provoquait, mais une étanchéité à la lumière, de façon à ce que le vitrail semble bien aller jusqu'à la pierre, qu'il n'y ait pas, la pierre étant irrégulière, il nous fallait un élément qui soit malléable, c'est pour ça que le caoutchouc a été choisi. Voilà, alors on distingue les coupes, toujours en 3 parties de chacune de ces verrières, et chacun de ces verres est retenu de façon indépendante par des tartes un peu sophistiquées qui sont fixées dans la pierre et qui retiennent les verres dans leur emplacement. Voilà des axes d'autre part. Vous voyez ces aspects un peu rosés, un peu particuliers, sont liés au lustre qui a été déposé. Le lustre, sont des éléments métalliques en suspension qui sont déposés sur le verre et qui sont fixés par cuisson, comme un émail. C'est très utilisé dans le verre creux. Vous avez déjà rencontré des verres à boire avec cet effet. Alors, voilà un résultat aussi qui peut nous renvoyer à Jean-Michel Alberola et ses verres blancs opalescents, c'est que par la présence de ce lustre, qui fait finalement miroir vu de l'extérieur, on a une lisibilité tout à fait remarquable du vitrail à l'extérieur de l'architecture. Il est protégé donc par un verre bleu lui aussi. Un autre chantier un peu particulier, c'est avec un artiste qui s'appelle Sarkis, qui est d'origine arménienne, qui vit et travaille en France et en Turquie, et pour qui l'empreinte des doigts a très fréquemment été utilisée dans son travail. Il a été appelé donc pour les verrières de la Veït Silvacan, le réfectoire, et c'est un ensemble de 3 verrières à 2 lancets avec 2 roses, et ainsi de suite. Alors là, c'est la maquette de l'artiste. Donc la maquette donne simplement des indications colorées, de quantité, d'atmosphère. Elles n'ont pas l'image de ce qui sera réalisé. Donc, Sarkis est parti de cette idée des empreintes de doigts, mais il est allé un peu plus loin aussi, au sens où il a souhaité que les 2 faces du verre soient traitées avec un sel d'argent. Qu'une face soit traitée par des personnes lambda qui vont, suivant ces indications, distribuer des empreintes de doigts. Et puis, les verres vont être cuits et il va intervenir sur l'autre face pour répondre et dialoguer avec ses premières empreintes. Or, on a voulu pour ce projet utiliser du verre flotte, du verre industriel coulé sur un bain d'étain en fusion. Et ces verres n'ont pas la même réception vis-à-vis du jaune d'argent sur les 2 faces. La face qui est en contact avec le bain d'étain prend des ions d'étain et est un peu
étanche au phénomène de sémentation que l'on a avec le sel d'argent. Donc, on a décidé de prendre 2 verres, tout simplement, et ensuite de les faire feuilleter. Alors, ça a un très gros avantage, c'est que ça augmentait pour l'artiste le cinétisme entre les deux faces et la distance entre ces 2 écritures. Et puis, pour les verriers, ça rendait le verre tout à fait sécurisé, et ça permettait même, pour certaines découpes, de se permettre des formes qui n'auraient pas été possibles dans d'autres conditions. Donc voilà un élément d'essai. On va voir l'artiste Sarkis en train de faire ses empreintes. C'est des contraintes finalement techniques que l'artiste a pris à son compte, ce problème de sel d'argent qui ne prend pas sur une face du verre, et qui ont été bénéfiques finalement au développement du chantier. Je ne l'ai pas assez dit dans la précédente présentation de Robert Morris, mais il arrive un moment où l'artiste et le verrier, même s'ils ont les connaissances techniques des matériaux, des procédés, nous en sommes un peu au même point. C'est-à-dire qu'on est en recherche de solutions. On a un petit avantage parce qu'on a une expérience, mais on découvre avec l'artiste les moyens de répondre à sa conception du projet. Donc là, Sarkis, on devine les 2 épaisseurs dans l'image, la deuxième, partant de la gauche, on devine les 2 épaisseurs de verre, parce qu'évidemment, le premier traitement des empreintes a été cuit au four, et donc l'artiste a sous les yeux des empreintes qui sont déjà révélées. Révélées au sens propre, puisque c'est vraiment ce qui se passe avec un sel d'argent, où d'un seul coup, le verre devient jaune en superficie, aux endroits où on a déposé le sel. Et voilà la mise en place de la rose. Vous voyez que les formes, les monolithes, ont pu être découpés sans qu'on puisse être inquiet sur le devenir des verres, malgré les formes concaves très aiguës, dont on devine naturellement, quel que soit le matériau, qu'elles fragilisent la pièce. Et ici, comme on est feuilleté, comme les verres sont assemblés, alors ils ne sont pas assemblés avec un butyl ici, parce que comme ils ont été cuits, ils ont de légères déformations. Et ça obligerait à mettre plusieurs épaisseurs de butyl dont on n'est pas certain de l'être plus dans le temps. Donc là, c'est un feuilletage résine, mais c'est une résine polymérisée aux UV. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mélange, ce ne sont pas deux éléments que l'on assemble ensemble pour le collage, mais un seul qui ensuite polymérise grâce aux UV, ultraviolets. Alors un autre chantier avec Bernard Pifaretti à l'église Saint-Martin à Harfleur. Là, c'est tout un ensemble de verrières, c'est l'édifice entier. Et on va voir avec la maquette en détail, pouvoir en parler plus longuement. Et donc l'artiste a présenté cette chose, cette maquette. Non, j'ai dit cette chose, si vous ne voyez pas mal, c'est absolument pas. Et donc, son idée, finalement, repose sur un système de 3 couleurs, le rouge, le bleu, 4 couleurs. Le rouge, le bleu, le blanc et le jaune, dans des positions différentes dans l'espace et dans les ouvertures, et qui vont progressivement du porche jusqu'au chevet monter en intensité. La plupart du temps, quand les artistes viennent à l'atelier, on fait un premier panneau d'essai en aveugle, c'est-à-dire qu'on dit à l'artiste, on va faire un morceau de votre travail tel qu'on le voit, comme on le voit. La plupart du temps, c'est catastrophique, et ça a été là, ça a confirmé la règle, c'est-à-dire que on a trop regardé l'image et pas assez le concept, pas assez l'idée sur laquelle se reposait l'artiste. Et je vais passer tout de suite au vrai panneau d'essai, où là, on a les états souhaités de l'artiste, le jaune, le bleu, le rouge, et toutes ces rencontres inattendues entre ces 3 couleurs, suivant leur intensité,
C'est-à-dire que la maquette n'était pas réalisable, elle n'était pas pensable, elle ne pouvait être qu'une idée de ce que deviendrait le vitrail. Et là, parce que comment définir la couleur centrale ici? Est-ce que c'est un violet? Est-ce que c'est un brun? Est-ce que c'est un bleu sale? Donc voilà comment les choses se sont faites avec l'artiste. On lui a présenté plusieurs solutions qui ne lui ont pas convenu, et puis on a présenté des verres. Les verres se sont superposés sur le portoir, et c'est là qu'est apparue finalement la solution qui aurait dû être évidente, c'est qu'on a superposé des verres, effectivement. Donc l'ensemble de ces vitraux est fait de deux couches de verre, un verre rouge sur blanc et un verre bleu sur blanc, qui sont chacun de leur côté gravés à l'acide et ensuite superposés. C'est ce que vous avez ici, plus le jaune d'argent qui est déposé en toute fin, derrière le bleu. Donc on a un rouge dégradé de gauche à droite, on a un bleu dans la partie centrale, et puis la diagonale jaune qui vient couper l'ensemble. Alors, cette superposition, c'est pas vraiment une invention non plus, parce que on a emprunté, on a changé d'échelle, mais l'histoire est toujours la même, si ce n'est que là, évidemment, le but était une narration, c'est un nénuphar de Gruber avec les trois éléments qu'il constitue, le vert rose sur blanc, le violet sur blanc gravé, le vert vert sur blanc, et le palissant qui reçoit le jaune d'argent, le palissant étant là pour donner de la densité à l'ensemble. Donc, une fois encore, après vous avoir présenté les chantiers précédents où on a utilisé le feuilletage, le thermoformage, c'est simplement des nouvelles rencontres de techniques déjà éprouvées et de nouvelles dimensions de mise en œuvre. C'est parce que, aussi, on peut penser et on peut dire que les artistes, dans une période récente, enfin, peut-être depuis un bon moment, ne se sont pas contentés de faire œuvre, mais ils ont questionné leur médium. Et nous avons rencontré des artistes qui, finalement, ont questionné le médium vitrail. C'est-à-dire que la sculpture a perdu son socle, le tableau son châssis. Et donc là, lorsque les artistes viennent à l'atelier, ils viennent aussi porter une réflexion sur le vitrail en lui-même, sur la tradition, mais comment aussi pouvoir la prolonger autrement avec d'autres matériaux et d'autres mises en œuvre. Donc voilà, la première baie réalisée d'ailleurs en Harfleur. Alors évidemment, là où il n'y a que du bleu et du jaune, il n'y a pas de doublage de vert. Alors techniquement, les verts ont été coupés donc à leur dimension, bleu et rouge. Et puis, ensuite, ils ont été gravés. Et ensuite, ils ont été associés, encore une fois d'ailleurs, avec cette fameuse aile de cuivre, ce copperfoil, qui permet dans un premier temps de créer une étanchéité entre les deux matières et de pouvoir ensuite les assembler avec du plomb. Alors, vous voyez, il y a une portée horizontale qu'on retrouve dans nombreux vitraux que nous avons mis en œuvre. Alors, elle a une raison mécanique, c'est-à-dire que ça permet de faire des pièces de verre pas trop grandes, qui soient assez résistantes physiquement. Mais surtout, c'est un élément très important, c'est que ça permet de faire une continuité colorée. Je m'explique. Si on prend une feuille de verre entière et qu'on essaye de la raccorder avec une autre feuille, on aura beaucoup de difficultés parce que les feuilles ne sont pas homogènes, l'épaisseur du verre n'est pas constante. Ici, c'est beaucoup plus spectaculaire encore parce que ce sont des verres plaqués, donc il y a quelques dixièmes de millimètres d'épaisseur de plaquage, et ce plaquage crée des dégradés dans la feuille, des dégradés assez spectaculaires. Donc, la plupart du temps, quand on a ce type de travail, comme on l'avait d'ailleurs pour Genevièvas au tout début de la présentation, on coupe un certain nombre de bandes et ensuite le jeu consiste à retrouver celles qui vont se marier pour recréer une nouvelle continuité colorée des éléments les uns avec les autres. Et c'est vrai pour le bleu comme pour le rouge. Encore un détail de cette fenêtre, dont la bande horizontale se veut orangée. C'est un peu plus lisible in situ, là, les ensembles se mélangent un peu. Alors, vous voyez, il y a des choix qui ont été faits aussi par l'artiste, c'est-à-dire que le rouge, son arrêt est irrégulier,
flou. C'est la même chose pour le bleu, on le voit moins ici, mais on le voyait sur le premier échantillon présenté, alors que le jaune, lui, est extrêmement strict. Il est fait d'ailleurs avec une réserve. Alors, ça a été une des difficultés, le jaune, simplement parce que les fabricants de verre ont aujourd'hui des éléments chimiques qui leur sont interdits et que nous avons de plus en plus de difficultés avec certains verres pour obtenir ce phénomène de sémentation des sels d'argent qui se révèlent par la cuisson. Un autre chantier, là on est à Rodez, avec Stéphane Belzer, qui est un jeune, qui était en tous les cas un jeune artiste au moment où nous avons fait ce chantier. Il est assez important puisque c'est tout un ensemble de 7 baies qui doivent faire environ 9 mètres de haut à la cathédrale de Rodez. Et cet artiste avait pour projet de mettre en œuvre l'image médicale d'un cerveau dans la partie du remplage. On comprend facilement l'allusion de cette image. Donc voilà la verrière, et voilà en haut, alors on distingue mal, je vais vous en donner une image, celle de son dessin qui a servi de support pour la réalisation de cette partie-là. Alors le vitrail est traditionnel, mais ici, avec une technique traditionnelle, on était totalement démunis comment rendre ces interpénétrations de couleurs, cette variété avec des dimensions extrêmement faibles. Tous les moyens d'associer physiquement un morceau de verre auraient été plus importants que le morceau de verre lui-même dans cet ensemble. Et on avait à l'atelier à ce moment-là un peu de frite. Alors, c'est une technique récente, même si elle aussi aurait pu être mise en œuvre plus tôt. Il s'agit de fusion, de fondre le verre avec des éléments compatibles, c'est-à-dire qui ont le même comportement, aux mêmes températures, et qui vont, pour cette raison, pouvoir être associés sans qu'il y ait le risque de faïençage, comme on a par exemple avec les émaux, où si le support n'a pas le même comportement posteriori que la partie qui a été apportée, il y a une séparation des craquelures qui se forment. Donc, une usine aux États-Unis, à Portland, dans l'Oregon, dans les années 80, a commencé à fabriquer du verre compatible, donc des feuilles de verre de couleur qui pouvaient être fusionnées, et de la frite, c'est-à-dire de la poudre de verre, de différentes granulométries, qui pouvaient être fondues. Cette usine a mis un certain temps à ce que, enfin, du moins, les matériaux qu'ils fabriquaient ont mis un certain temps à arriver jusqu'à nous, la fin des années 80, où on va commencer à voir apparaître ce matériau. Et puis, l'usine de Saint-Just-sur-Loire, l'usine de Saint-Gobain, va faire quelques essais et va nous produire pendant 3 à 4 ans un verre étiré compatible, essentiellement des couleurs sélénium, des couleurs extrêmement acidulées, qui vont pouvoir être mariées avec un verre incolore de même type. Mais Saint-Just ne continuera pas sa production. L'usine, par contre, de Bullseye à Portland va nous fournir, d'une part, donc, les frites et les feuilles de verre adéquates. Je passe à l'image suivante. Alors, cette frite, finalement, on l'avait dans l'atelier depuis un certain temps, mais on ne l'avait pas mise en œuvre parce qu'on ne savait pas comment faire. Donc, c'est une petite expérience qui a été rapidement menée pour voir si l'idée pouvait prendre corps. Quelqu'un qui m'est proche a eu l'idée de mettre en œuvre à la façon des mandalas. Comme on fait des dessins en Inde en particulier, avec un cône qui laisse les cendres et les poudres. Et donc, c'est par ce procédé-là que le dessin de Belzer a été reproduit
avec des... C'est ça. Voilà. Alors, on ne le voit pas bien ici, mais sous cette feuille de verre, il y a le carton grandeur, c'est-à-dire l'image colorée en vraie grandeur. Et donc, le verre est déposé suivant les nécessités dans les espaces qui lui correspondent, ce qui permet d'avoir toute la finesse que l'on souhaite. Voilà un élément in situ et qui permet de reproduire. Alors là encore, ça n'était pas une solution qui puisse être mise en œuvre de façon systématique. Elle est probante dans cette circonstance-là et pour ce projet-là. Son devenir, on l'ignore, on pourrait sans doute faire. C'est un élément en devenir, le Stousing, à mon sens. Il a 25 ou 30 ans d'expérience, mais ça n'est pas suffisant pour que on se soit pleinement approprié. Pour l'instant, il est plutôt anecdotique. Il nous sauve de situations difficiles comme celle-ci, mais je pense qu'il va prendre une forme plus prépondérante. On va le voir d'ailleurs dans un autre chantier. Alors ça, c'est un travail fait avec un artiste qui s'appelle Cruz Diez, disparu d'ailleurs depuis que ce chantier a été réalisé. C'est un artiste proche de l'art cinétique, qui a énormément travaillé aux États-Unis, au Mexique, qui a fait énormément d'œuvres monumentales, d'interventions dans les architectures, dans les rues, dans les... je pense, parce que je vois cette image de répétition et de bandes. Il a fait aussi dans les cinémas, avec les sièges de cinéma, un jeu tout à fait étonnant et coloré. Donc, ce chantier-là, qui est pour un édifice qui a été transformé en conservatoire, 3 fenêtres, ce sont des petites fenêtres. Et là, s'il s'agit encore de fusion, ça n'est plus de la frite, ça n'est plus de la poudre de verre, ce sont des feuilles de verre qui sont utilisées, qui ont les mêmes performances et les mêmes vertus. Alors, c'est un artiste très exigeant quant à la couleur, puisqu'elle joue un rôle très important dans ce... C'est un rapport de couleur. Or, la fabrication de ces verres ne propose pas une gamme infinie de couleurs. Mais comme ils sont fusibles, eh bien, on peut approcher la couleur exacte par superposition de différentes feuilles. Donc, dans un premier temps, à l'atelier, vont être réalisés des bleus et des verts, c'est surtout pour cela que le problème s'est posé. De nouvelles feuilles vont être fabriquées par fusion de bleu et de vert entre eux, de façon à obtenir le bon bleu et le bon vert. Alors là, on voit les verres qui sont découpés, qui vont être mis en place, qui sont rassemblés, collés l'un à l'autre, et qui vont être recoupés ensuite de façon à ce qu'on ait la forme du vitrail parfait. Là, c'est après fusion dans le four. Alors, un point important aussi, j'ai parlé des éléments qui ont aidé le vitrail à trouver une nouvelle respiration. J'ai parlé de la conservation-restauration, la commande publique. Mais la nature des fours n'est pas à négliger. Tous ces chantiers-là ne seraient pas possibles. Nous n'avions pas des fours qui sont aujourd'hui véritablement adaptés au travail du verre. En mesure où, par le passé, on utilisait des fours les mêmes que les céramistes, des fours plutôt verticaux, et dans lesquels il y avait une convection de la chaleur assez importante, c'est-à-dire que les pièces du haut pouvaient être bouillonnées, les pièces du bas pas cuites, en exagérant un petit peu la situation. Et aujourd'hui, on a des fours relativement grands, où on peut mettre malheureusement une seule épaisseur de verre pour les cuire ou les fusionner, mais qui sont dans la calorimétrie qui est reliée à un microprocesseur qui nous permet de reproduire très précisément et très exactement les paliers de cuisson, tout à fait parfaits. Et c'est ce qui permet de mettre en œuvre ce type de travail. Aujourd'hui, l'aspect empirique, enfin auparavant, l'aspect empirique était encore bien présent.
on avait dans les fours, on avait la cam pyrométrique bien sûr, mais on ajoutait un petit témoin de verre que l'on regardait et qu'on arrêtait le four quand le verre finissait de se courber. D'autre part, ce sont des fours qui consomment beaucoup moins, bien entendu, parce qu'auparavant, on avait à chauffer la masse du four elle-même, la terre réfractaire, la ferraille, etc. Aujourd'hui, on peut mettre sa main sur le four quand il est à 700 degrés et il est à peine chaud. Il y a une isolation très, très performante. Je reviens à notre ami Cruz-Diez. Alors, on a ajouté ici, c'est après la cuisson de la grisaille. On a fait une ligne de grisaille entre chaque couleur, tout simplement parce que dans la fusion, les verres ne sont pas suffisamment jointifs pour faire disparaître une petite clarté entre chaque couleur. Voilà in situ cette verrière, donc qui doit faire environ 2,50 m. Ah non, la totalité 3 mètres, et chaque lancette doit faire environ 50 cm de largeur. Alors, une chose aussi importante, je vous ai parlé du risque de choc thermique. Si on a pu prendre ce risque, parce que là c'est très coloré, ces fenêtres sont très colorées, si on a pu prendre ce risque, c'est parce que ces baies sont orientées d'une part à l'est, et d'autre part qu'il y a beaucoup d'architecture tout autour de ce bâtiment, et que la lumière directe est très éphémère. Ils sont plutôt éclairés par une lumière de convection. Mais comme nous sommes dans le midi, c'est une belle lumière. Et qui protège en même temps la résistance des panneaux. Là, on voit très bien les traits de grisaille qui ont été faites. C'est le seul artiste de ce courant, de ce mouvement que l'on ait réalisé. C'est assez étonnant que tous ces peintres de la période, je cherche son nom, pardonnez-moi, enfin tous ces artistes de l'art cinétique n'aient pas été sollicités à aucun moment. Mais je pensais à Vasarely parce que c'était autant on a fait des tapisseries en quantité astronomique de Vasarely, autant le vitrail a peu fait appel à ces artistes. Et puis je voudrais en venir évidemment à Soulages, à Conques, et à un travail, encore une fois, où là, la nature du verre joue le rôle prépondérant. Alors, l'essentiel du travail, d'ailleurs, dans un premier temps, a été celui de mettre au point et de pouvoir fabriquer un verre qui soit adapté au désir de Pierre Soulages. Alors, il s'agit d'un verre constitué de frites, encore une fois, de morceaux de verre broyés, qui vont être fondus. C'est un verre qui fait 10 mm d'épaisseur et qui a été mis en œuvre par une usine en Allemagne, mais les recherches ont été menées au CIRVA, au centre de recherche CIRVA, Centre international de recherche sur le verre architectural, à Marseille, où c'est un lieu où beaucoup d'artistes sont intervenus, et où Soulages a pu réaliser les premiers prototypes. Alors là, on a une vue extérieure. Là aussi, le vitrail s'annonce dès l'extérieur de l'édifice. Voilà un panneau. Alors, les dégradés que l'on aperçoit sont des dégradés de transparence, translucidité. C'est la photo qui restitue un côté très coloré comme ceci. Même s'il y a effectivement, suivant les heures de la journée, une qualité colorée assez vitraux. Et la découpe s'est faite de façon aléatoire dans les feuilles de verre. Ce sont des plateaux qui font environ 1,30 m par 80 de large. Tout est évidemment à une autre échelle. J'ai parlé de verre de 10 mm d'épaisseur. Le plomb fait 20 ou 25 de largeur et les barlotières doivent faire 40 mm de largeur. Tout ça est conséquent à l'échelle du matériau.
Alors, c'est ça, cette découpe aléatoire dans la feuille qui provoque ces dégradés à l'intérieur des bandes et qui les met, juxtapose les unes à côté des autres avec des ruptures. C'est toujours du verre et du plomb. Voilà un détail de deux types de granulométrie. C'est un détail de ces panneaux. Alors, ce qui est important, c'est que ici aussi, lorsque Soulage fait ses maquettes, évidemment, ce sont simplement des lignes parallèles, comme je vous ai montré Robert Maurice tout à l'heure avec ses formes circulaires. Le rôle conceptuel est quand même très important. On ne demande pas à l'artiste, au verrier, de reproduire une image, mais bien de mettre en œuvre une démarche, une pensée qui déclenche la suite des... Il est évident que les phénomènes de dégradé, de jeu de valeur, peuvent pas être prémédités, ils sont liés au fait qu'on a choisi de fabriquer ce verre de cette manière, de le découper de cette manière et de le mettre en œuvre ensuite de cette façon. D'ailleurs, de Soulage, il n'y a pas de maquette qui présente, comme on le faisait auparavant, le résultat fini. Très longtemps, au 19e en particulier, la maquette, c'est l'image du vitrail achevé. Aujourd'hui, il y a une tentative de conserver la possibilité d'être créatif pour l'artiste, comme pour le verrier, jusqu'au dernier instant, jusqu'à la pause, jusqu'au moment où le vitrail est mis en place. Ça n'est pas une tâche de reproduction. Voilà. Fin du diaporama, cliquez pour quitter. Voilà. Je ne sais pas, je crois que c'est un peu rapide. Merci, merci. Merci, Virginie. Tu as des questions? Oui, il existe. Ah, oui, non, je savais, je ne l'ai pas vu, mais je savais. Je veux dire que ça n'a pas été développé finalement à gamme. Ils ont travaillé à la Défense. Des sujets qui me paraissaient intéressants pour le vitrail, en plus très coloré. Mais ça ne les a peut-être pas intéressés. Et, oui, je savais qu'il y a effectivement un bazar. Mais, alors, il y a plusieurs façons de l'envisager. Il y a la façon Sarkis, que je vous ai montré tout à l'heure, ce sont les empreintes de doigts. En même temps qu'il a présenté son projet, il a donné une petite enveloppe avec le mode opératoire pour la restauration de ses vitraux. Voilà. Donc là, c'est clair, il a une volonté, il sait, il propose en tous les cas une façon d'aboutir. Si on prend, par exemple, Belgique, on va les prendre d'ailleurs un par un, on va prendre par Rabinovitch, commencer par Rabinovitch. 80% de son travail est fait avec des verres industriels interchangeables, hein, le verre gravé, le collage utile, etc. Ce qui pose question, c'est la cive, c'est le disque. Alors, je pense qu'il aurait pu faire comme Sarkis, faire une proposition, au sens où, évidemment, aucune cive n'est semblable à une autre, hein, puisqu'elles sont soufflées, impossible de reproduire la même, pas même la couleur d'ailleurs, puisque c'est des problèmes d'épaisseur, de densité. Si la matière est un peu plus épaisse, la cive sera un peu plus foncée, etc. Le hasard qui a présidé à la réalisation, parce que au bout du compte, on a eu un certain nombre de cives de la même couleur, mais on n'a pas fait une réunion de chantier pour décider si c'était cette cive mauve que l'on prenait ou cette cive mauve. On a pris celle qui nous était sympathique, on l'a mise en œuvre. Je pense que ça pourrait être restitué sans que ce soit, puisque c'est, je reviens un peu au début, c'est une démarche qui est respectée. C'est pas une gestuelle ou une image qui est reproduite. C'est vraiment
une façon une démarche. Donc on peut modifier. Qui a-t-il encore? Soulage, c'est vraiment le même problème. Hein, la fabrication des verres, ces verres-là, d'ailleurs, je pense qu'il en existe un stock. Ce qui est le cas d'ailleurs pour Robert Morris, où on a conservé, il nous a été demandé de conserver quand même quelques feuilles à l'identique de celles que l'on a mis en œuvre. Mais enfin, on peut disparaître, le verre peut disparaître, c'est très fragile, même dans les ateliers. Et les moules de Madeleine, vous les avez... Les moules, nous les avons encore. Nous les avons encore. C'est un peu encombrant. Oui. C'est un peu encombrant, mais voilà. On a encore les moules de Madeleine. On a encore quelques cives de Rabinovitch. Oui. Il doit même rester le patron, d'ailleurs, en bois, puisqu'il a été fabriqué, évidemment, une contre-dépouille. Oui, pour la restauration, donc, son contenu dans la façon dont ces éléments sont réalisés, une bonne partie des possibles restaurations. Quant à Belzer, de toute façon, c'est un vitrail traditionnel dans l'essentiel, pour l'essentiel. Il n'y a déjà partie haute. Effectivement, je ne pense pas d'ailleurs qu'un copperfoil de casse lui irait beaucoup dans certains cas. Ça lui donnerait un passé. Qu'en sera-t-il le jour où un vitrail de Perkin sera cassé? Parce que là, il y a quand même un geste qui traverse la verrière. Et ça, c'est le problème de la peinture sur verre. Hein. Oui, ça, c'est certain. Il y a plein de paramètres sur ce sujet-là. Vous avez vu que on n'est pas très friand de la peinture sur verre dans la mesure où on va peindre sur verre sur un verre qui est extrêmement plat, et donc on va perdre l'aspect vibration de la lumière. Donc tout ce qui a été présenté, c'est plutôt un excès de vibration de la lumière, que ce soit Belzer avec ces petits granulés de verre, que ce soit Robert Morris avec son ondulation, que ce soit Sarkis avec ses empreintes, même si le verre est plat, Sarkis, ce sont de petites dimensions. Mais c'est vrai que le fait d'avoir le geste de l'artiste sur un monolithe, c'est effectivement... il faudra... faire des copies. Oui. Ce sera le cas probablement pour Viala et Mort. Oui, alors, Viala et Mort, je suis extrêmement indulgent parce que c'est le tout début quand même de ce genre de choses. Les vitrails sont cassés. Oui, je sais, j'y suis repassé il y a déjà quelques années, mais il y avait déjà des casses en place. Là, je pense d'ailleurs que, pour avoir fait des photos de l'extérieur, que le choc thermique n'est pas étranger, parce que ça faisait vraiment miroir, on le voyait presque mieux de l'extérieur que de l'intérieur. Et puis, c'est le début des collages, c'est un collage mélange, ça n'est pas un... Voilà, c'est ça. Ce sont les balbutiements, donc il y a toujours des moments un peu difficiles. En plus, c'est très important parce que là, c'est un collage sur les deux faces du verre. Je vais expliquer quand même parce que personne ne va comprendre. Viala donc fait ses formes de haricots et puis il fait un fond rouge et il met des haricots jaunes dessus. Et entre le haricot jaune et le haricot, enfin le fond rouge, mais qui lui a un haricot transparent, absent, il y a des décalages, des déplacements. C'est toute la vibration du travail de Viala. C'est-à-dire que c'est une association, mais qui n'est pas parfaite. Et c'est ces glissements qui font vibrer l'œuvre. Et donc là, il a utilisé sur une face un verre rouge sur blanc qui est gravé, où on a enlevé le rouge à certains endroits. Et puis un verre, j'ai dit bleu, non, enfin peut-être, bleu, où on a gravé à l'inverse. Et on les a collés l'un sur l'autre. Mais on ne les a pas collés l'un sur l'autre, on les a collés sur l'âme d'un verre central qui reçoit un verre d'un côté et un verre de l'autre. Donc c'est assez compliqué à mettre en œuvre, fragile. Il faut imaginer aussi que le verre support fait 4 ou 6 mm, alors que le verre antique est irrégulier en surface, il n'a pas une planéité parfaite, il est mince proportionnellement, il fait entre 3 et 5 mm d'épaisseur,
Et donc, quand tout ça va être associé, effectivement, dans le temps, ça va avoir... Mais je répète, je suis indulgent doublement, parce qu'en même temps, le fait que ça a été réalisé, ça a donné envie, ou ça a fait... Mais effectivement, ça a vieilli fort mal. En fait, on a expérimenté beaucoup pour une dernière décennie pour le vitrail, mais le vitrail ne peut pas être totalement un lieu d'expérimentation, puisqu'il doit tenir dans le temps son rôle de clos. Alors, sauf quand il est doublé. Sauf quand il est doublé. C'est pour ça que c'est important, ce phénomène du doublage qui ait pu être admis. D'ailleurs, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais à Talent, par exemple, les vitraux sont doublés, mais par un vitrail, me semble-t-il. Les vitraux de Garouste, de création, sont doublés par un vitrail qui reprend les plombures principales du vitrail de Garouste. Voilà, c'est ça, avec une plombure simplifiée. Pour essayer de... mais on ne peut pas rattraper le truc, si je puis dire. Ça nous échappe. Soit on ne protège pas, soit on protège et on voit la protection. On met une attelle. C'est vrai qu'on a quand même fait de grands progrès en supprimant tous ces plombs de casse superflus qui étaient quand même, enfin, qui appartenaient à une forme romantique de la restauration et de l'image du vitrail. Mais oui, tout à fait, tout à fait. C'est intéressant aussi, parce que des fois, le choix aussi, c'est de ne pas doubler. Par exemple, Claude Ballon, il ne veut pas de barrière de protection. Enfin, c'est ce qu'il vous avait expliqué, parce que pour lui, ça gêne le résultat. Et au contraire, il nous avait expliqué qu'il estimait que la casse et la détérioration du vitrail peut en fait rentrer dans l'histoire de son vitrail. Et quand ça doit être remplacé, ça sera remplacé. Tout à fait. C'est son concept. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est contenu dans sa forme de pensée. Donc, Claude, si on a l'occasion, d'ailleurs, on va aller dans comment la barrière de protection aussi, enfin, la restauration ou le plomb de casse peut fonctionner sur un vitrail en technique traditionnelle. Robert Morris, on ne peut pas aller mettre un plomb de casse. Non, c'est irréparable. Voilà. Donc, la barrière de protection a aussi une nécessité impérative du fait que s'il y a une casse sur ce vitrail, Sarkis, c'est assez simple. C'est assez simple dans la mesure où son petit texte reprend le schéma qu'il a mis en œuvre. C'est-à-dire, des gens mettent des empreintes sur un verre, on le cuit et une autre personne vient et ça continue. Voilà. C'est la façon de faire perdurer. Alors, est-ce que quelqu'un voudra conserver aussi tout ce que nous avons fait? Nous verrons bien. Je ne sais pas, moi, ce qui m'a frappé en regardant les créations, en regardant ce qui se passe au cours des dernières décennies, ce qui frappe, c'est la diversité. On en parle, le vitrail prend dans des directions archi-multiples. Est-ce que vous voyez, vous, quand même, des points communs, quand même, à toutes ces créations que vous avez pu faire ou que vous avez pu observer en train de travailler? Est-ce que vous trouvez des dénominateurs communs ou pas? Et comment voyez-vous la vie? C'est peut-être un événement éphémère, hein, cette multiplication de solutions qui ont été données d'abord parce que les budgets sont plus tout à fait les mêmes, même si ça n'était pas des budgets pharaoniques, il faut quand même des budgets conséquents pour ce genre de chantier. Et puis, il n'y a que le fusing, donc, sur lequel il me semble qu'il peut y avoir c'est un moyen universel, c'est-à-dire que n'importe quelle écriture peut tenter de s'en servir. Le problème, c'est que là, les artistes ouvrent une porte, mais la referment. On ne peut pas prolonger le mécanisme Robert Morris ou le mécanisme Sarkis. Même s'il a développé, d'ailleurs, il n'a pas allé jusqu'au merchandising, mais il a fait venir des collectionneurs qui sont venus mettre leurs empreintes. Il a répondu par ses empreintes mais
mais il n'en a pas abusé. C'est une jolie image en même temps. On a l'œuvre auquel a participé un artiste avec ses propres gestes, donc c'était pas absurde. Non, c'est peut-être un événement ponctuel qui ne... De toute façon, il faut le vitrail traditionnel, autant que le plomb pourra être utilisé, est la plus performante des solutions. C'est évident. D'ailleurs, ce qui disparaît un peu dans cette problématique, c'est la présence de l'obscurité, de l'opacité. C'est que tout ça correspond quand même aussi à notre temps de transparence et de lumière absolue en tout. Or, pour mettre en valeur la lumière, un peu d'obscurité ne nuit pas. C'est même nécessaire. Donc, l'absence d'obscurité, c'est sans doute la petite lacune de tous ces chantiers. Encore d'autres choses qu'on observe souvent dans le vitrail contemporain, c'est une facilité, je trouve, la technique du thermoformage. Alors, oui, alors, il y a un peu une illusion, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, moi, ce que je pense, on n'est pas fanatique du thermoformage, Robert Morris. En fait, c'est le seul qu'on a fait, Robert Morris. Oui, voilà, c'est ça. On n'est pas fanatique. Il y a plusieurs raisons. Il y a un aspect... le verre, très souvent, quand même, est piqué à son revers. Donc, il a un petit aspect dans le soleil. Je ne sais pas si vous voyez cette résine qui se fabriquait dans les années 60 pour remplacer le verre. Il y avait un couloir au cinéma Montparnasse qui était habillé par une cloison comme ça. Ça fait résine, finalement, ce thermoformage. Et puis, alors, ça, c'est une question aussi importante au sens où, très souvent, on pense qu'une technique ou un matériau va aider à ce qu'on trouve des idées. C'est l'inverse. Il faut avoir des idées pour que émerge un matériau. Je me souviens d'étudiants qui attendaient tous des matériaux. Et donc, le fusing, c'est un peu ça. On baisse la porte du four, on appuie sur le bouton, et on attend le lendemain matin, ça va être super. Et si on n'a pas mis tout ce qu'il fallait pour qu'il se passe réellement quelque chose, c'est-à-dire si on a fait juste une mise en œuvre en attendant du matériau, la surprise, il y a peu de chances pour que ça vienne. Il y aura une surprise si on a rajouté un grain de sable dans l'affaire, s'il y a une raison en amont qui nous a conduit. On mène d'ailleurs dans l'atelier aucune expérience réellement. On a besoin de savoir ce que l'on cherche quitte à trouver autre chose. Ça, c'est tout à fait formidable. Mais on a besoin quand même d'un objectif, d'un but. Donc, si on a fait la poudre de verre avec Belzer, c'est parce qu'il fallait bien trouver une solution pour avoir ce rendu et respecter l'idée qu'on trouvait assez séduisante d'ailleurs de l'artiste, qui était assez en contraste aussi avec la partie au-dessous. Ça donne un peu de légèreté, alors que tout le reste est plombé, même si on a mis la plombure la plus discrète possible. Ouais. Oui, une question, c'est les empreintes de Sarkis, elles sont à l'extérieur ou à l'intérieur de l'église? Alors, elles sont à l'intérieur. Elles sont à l'intérieur. Ah, celle de Sarkis? Celle qu'il a fait lui-même, hein, j'entends. Il y en a à l'extérieur. Nous sommes à l'extérieur. C'est Sarkis qui est dedans. Merci et bonne soirée.